Alors, bienvenue, chers étudiants, à ce deuxième cours, euh, deuxième vidéo. On était donc rendu au chapitre 10 pour examiner ce livre, le Petit traité de l'érotisme de Michel Doré. Petit livre très intéressant. Donc, on y va. Si on fait un retour sur ce qu'on a fait jusqu'ici, on est rendu au chapitre 10. Donc, si on reprend les chapitres, on a examiné ce qu'étaient les mois érotiques, l'introduction du livre comme tel, la fascination, on a vu que le mystère était important dans l'érotisme, que l'interdit suscitait aussi souvent le désir, que ce qui amenait les gens à désirer, c'était la recherche d'une complémentarité, que l'érotisme pouvait aussi être vécu, la sexualité en général, comme une revanche, et donc être la manifestation comme un exutoire au traumatisme et aux blessures du passé. Que les influences étaient surtout sociales, c'est-à-dire que la pulsion comme telle, sexuelle, elle devient un désir déterminé sous l'influence du vécu de la personne, qui est un vécu social. Et là, on a parlé du fétichisme et de la déshumanisation qu'on voyait entre autres dans la pornographie. On a montré que le remède à cette déshumanisation est qu'une des valeurs les plus importantes liées à l'érotisme était l'empathie, qui nous permettait de vivre un plaisir vicariant, qui nous permettait de ressentir non seulement notre plaisir, mais aussi de jouir, à voir l'autre jouir, et qui était la valeur essentielle pour amener une sorte d'harmonie à l'intérieur de la vie sexuelle. Maintenant, on va voir en quoi, dans ce chapitre 10-là, en quoi la sexualité est liée à la quête identitaire, en quoi le plaisir est essentiel dans la sexualité et comment le plaisir suit les variations de l'érotisme et donc exige une inventivité et une créativité, et que l'art de l'érotisme lui-même est un art et donc qu'il implique la créativité. On va examiner que ce qui est érotique et ce qui n'est pas érotique varie selon le temps. Que l'amour, aussi pour M. Doré, est anti-érotique. Et finalement, on va finir avec la conclusion sur l'art de l'érotisme. Donc, allons-y avec le chapitre 10. Chapitre 10 qui est rapide pour traiter une question aussi grande, mais qui nous montre en quoi, et on a parlé souvent de ça, le lien entre la sexualité et l'identité. Bon, c'est quelque chose d'essentiel, mais que la vie sexuelle et l'érotisme comme tel, la façon de vivre notre érotisme, est pour M. Doré essentiellement une révélation. Une révélation, c'est-à-dire une découverte, on peut dire. Hein? Une révélation, un dévoilement, une découverte. On se découvre, qu'est-ce qu'on découvre donc dans l'érotisme? Bien, premièrement, on découvre notre propre identité. C'est-à-dire que l'érotisme est une révélation de soi. On finit se connaître soi-même, c'est entre autres connaître nos désirs. Qui on désire? Pourquoi on le désire? Hein? Et dis-moi qui tu désires, de qui on veut être désiré. Et on ne peut pas vivre ça seul, quoi. Il faut vivre ça dans la relation avec l'autre. Et donc, à travers la découverte de la vie sexuelle, on se découvre soi-même, une partie de notre identité qui est liée à notre dimension psychosexuelle, mais on va aussi découvrir l'autre. Et l'autre dans son intimité, parce que la sexualité, c'est le lieu de l'intime. Et donc, d'une certaine façon, la vie sexuelle est aussi une révélation de la relation à l'autre, du désir de l'autre, et de l'autre comme être qu'on peut découvrir jusque dans son intimité la plus cachée d'une certaine façon. Et donc, c'est sûr qu'on connaît nos amis, on connaît leur personnalité, on connaît nos parents, tout ça, là, mais la personne avec qui on a une vie sexuelle, disons, on connaît aussi une dimension de son intimité qui est relativement
réservé, quoi. Normalement, on s'attend que ça soit quelque chose d'assez précieux pour qu'on ne le partage pas avec tout le monde, hein, n'est-ce pas? Mais la découverte de l'autre dans ses désirs, dans ce qui lui amène du plaisir et dans son intimité. Et c'est pour ça que la révélation ou la découverte, c'est aussi d'une forme de plaisir qu'on ne retrouve que dans l'érotisme jusqu'à un certain point. Et le plaisir, c'est le contact avec l'autre, c'est la relation avec l'autre, c'est la jouissance avec l'autre. Et ce plaisir-là, disons, de la relation sexuelle, il faut le vivre pour le connaître. Quoi. On le découvre, découvrir notre corps, découvrir notre érotisme, c'est découvrir aussi nos zones érogènes, c'est découvrir comment on peut jouir, comment on peut jouir avec l'autre, c'est découvrir la jouissance de l'autre. Et donc, tout ça, c'est une superbe aventure, quoi. C'est l'aventure d'une grande découverte. Donc, il y a la découverte de soi, de sa propre identité sexuelle, qui est toujours en évolution, soit dit en passant. C'est la découverte de l'autre dans ce qui l'anime, ce qui le fait jouir, ce qui le répulse, etc. Et c'est la découverte à deux d'un plaisir qui est intense quand même. Hein? Par exemple, si on est capable d'atteindre l'orgasme, ben, c'est assez intense comme plaisir. Et c'est un plaisir qu'on va vivre uniquement dans la sexualité. Et la sexualité, évidemment, est très importante dans le plaisir. Si on parle de la révélation de soi comme telle, donc la dimension purement identitaire, l'érotisme est un élément de l'identité qui est très important. C'est-à-dire, ce à quoi nous sommes sensibles, c'est une partie de notre identité. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont se définir. Par exemple, quelqu'un qui est homosexuel, ben, ça définit une part de son identité. Ça ne définit pas toute son identité, mais ça définit une part de son identité. Ce à quoi nous sommes réceptifs, et quand on est en couple, ben, l'identité sexuelle de la personne, il faut qu'elle soit complémentaire avec la nôtre, compatible avec la nôtre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qu'on recherche, comment on va trouver notre plaisir, etc. Et là, il y a tout le qui, hein, de qui on veut être désiré et qui nous désire aussi. Tout ça, ça fait partie de notre identité. C'est pour ça que, mettons, pour quelqu'un révéler son homosexualité, ben, c'est quelque chose qui parfois on révèle une part de l'intime, quoi, d'une certaine façon. Et cette révélation-là peut être difficile à faire parce que ça nous révèle aussi, ça révèle une part de nous. Les fantasmes sont construits par nous en partie. Hein? On n'est pas complètement passif dans notre monde fantasmatique. Hein? On décide un peu de nos fantasmes, on nourrit certains fantasmes. Mais on est construit par eux aussi. Et on l'a vu, c'est lié à l'idéal du moi, tout ça. Là, l'idéal du moi, ce qu'on recherche, on recherche la complémentarité. C'est comme ça que se fait le désir, que se forme le désir, que se forment les préférences sélectives. On ne désire pas tout le monde et toute personne, là, en tout temps, évidemment. Et ben, tout ça, c'est la construction identitaire qui se poursuit tout au long de la vie. De l'âge de la puberté, disons, à la mort, parce que les personnes âgées aussi ont une vie sexuelle. Donc, le fantasme, évidemment, il est appelé à évoluer pendant de nombreuses années, des fois pendant 60, 70 ans. Là, hein? Bon. Il y a des gens qui ont des sexualités actives jusqu'à la mort, et ils ont 90 ans, puis encore une vie sexuelle. Donc, le fantasme a évidemment évolué, les pratiques sexuelles ont évolué au fil du temps. Et tout ça est une construction de l'identité, d'une certaine façon. Okay? Le paradoxe qui est intéressant dans la révélation de soi, c'est que, d'une certaine façon, on est soi-même lorsqu'on n'a plus totalement le contrôle. Donc, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est dans le don de soi à l'autre qu'on découvre en particulier qui on est. C'est spécial. Donc, et d'une certaine façon, quand on rencontre quelqu'un qui suscite notre désir là, et qui est capable de le stimuler pendant de nombreuses années, c'est qu'on pressent tout le temps cette complétude-là qui peut revenir. Et le moi,
il n'est plus moi indépendamment de l'autre, d'une certaine façon, dans la dimension identitaire là, au sein d'un couple, okay, d'un couple sexuel. Okay, c'est-à-dire que, bon, la sexualité, ben, elle peut se vivre à plusieurs aussi, là, mais actuellement, elle se vit à deux. Donc, les désirs qu'on a et les actions sexuelles qu'on fait finissent par nous identifier. D'abord un genre, mais aussi les autres nous identifient à eux. Hein? Un gars, et là, des fois, en lien au genre, hein, il y a une identification différente. En passant, je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Par exemple, un homme, un garçon qui a plusieurs conquêtes, hein, on le juge moins moralement que souvent que la fille qui, elle, mettons, passe plusieurs gars. Là, on va dire, en tout cas, vous connaissez les qualificatifs mieux que moi aujourd'hui, là, mais donc, les jeunes vont nous identifier à nos comportements sexuels aussi. Quelqu'un qui, par exemple, qui est très infidèle, ou bon, etc., ben, ça révèle une part de son identité quand même. Là, je veux dire, moi, je connais beaucoup de gens qui ont été infidèles, et moi, je le sais qu'ils sont infidèles. Et le fait qu'ils soient infidèles à leur amoureuse, et certes, beaucoup de filles que je connais aussi qui sont infidèles, le fait que je connaisse l'infidélité de ces filles-là face à leur amoureux, ben, moi, ça me dit, ben, au fait, c'est une personne peut-être qui ne respecte pas tant sa parole dans la vie, ou enfin qui. Vous comprenez un peu, il y a une dimension identitaire aussi là-dedans. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut identifier les gens quand même à leur comportement et à leurs désirs. Et c'est un vecteur d'identité très important. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, quand on ne se sent pas bien dans notre genre, par exemple, là, on est un homme physiquement, socialement, mais on se sent comme une femme, mettons, ben là, c'est tellement une dimension importante de l'identité que la personne ne peut pas se sentir bien dans sa peau, point. Okay? La révélation de l'autre comme tel, ben l'autre, il se révèle dans son intimité, pas à peu près, là, quand même. Là, on est vraiment dans l'intime. Là, ben, sur la femme, c'est peut-être. La femme, elle se fait quand même pénétrer là, dans la plupart des relations sexuelles. Donc, on est vraiment dans l'intime. Là, hein? Bon. Et l'homme, il se donne aussi, la femme se donne. Donc, ça peut être des moments magiques de révélation de l'autre. Hein? Un genre de dévoilement, là. C'est comme le dévoilement du plaisir, la révélation d'un plaisir, d'une rencontre, d'une fusion, d'une beauté, de soi, comme de soi qui est soi dans la perte de contrôle avec l'autre, dans le fait du don de soi. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses au niveau de la découverte sexuelle. Okay? Évidemment, c'est la révélation d'un plaisir, c'est-à-dire que le plaisir sexuel, il a sa particularité. L'érotisme est une invitation au plaisir. Donc, le désir, il est là parce qu'il y a recherche de plaisir, n'est-ce pas? Il y a une recherche de plaisir et c'est ce qui fait qu'il y a sexualité. Et le plaisir, il est dans toute la sexualité, l'érotisme. L'érotisme, il n'est pas juste pendant le coït ou la relation sexuelle. Donc, il est à partir déjà au début dans la séduction, le jeu de séduction, le désir, on suscite le désir, on s'embrasse, on prépare le terrain, quoi, hein, d'une certaine façon. Là. On prépare le plaisir, on crée, on pourrait dire, l'harmonie affective, etc. Et ensuite, ben, il y a l'espace aussi de la sexualité elle-même, là, la mise en œuvre de la génitalité habituellement, là, où il y a une jouissance. C'est sûr que les gens, souvent, ils aiment mieux avoir des orgasmes. Là, c'est comme plus fun. Là, une sexualité qui mène à l'orgasme, mais c'est pas absolument nécessaire tout le temps, puis ça n'arrive pas tout le temps, mais même les hommes, hein, on dit les hommes, ils ont toujours d'orgasmes. Oh, ça dépend. Là, hein, les orgasmes ne sont pas toujours de la même ampleur. Disons ça comme ça. Mais on va vers le plaisir et il y a un plaisir après. Un plaisir intense après l'acte sexuel. Ce plaisir intense-là, ben, c'est un plaisir, c'est le plaisir de l'harmonie affective et ça amène la signification aussi, hein, là, après, soit dit en passant. Après, par exemple, la relation sexuelle, on est ensemble, on ressent le bien. Actuellement, on est plein d'hormones, hein, plein de dopamine, là. Donc, on vit comme dans un peu, on est comme dans une bulle, on est bien, on a qui s'endorment, qui
ils se collent. Et ben là, évidemment, ça dépend toujours de la relation sexuelle. S'il n'y a aucun amour, aucune empathie, mettons qu'une prostituée, comment ça fait? Ça finit, puis là, tu payes, tu t'en vas. C'est pas très signifiant, là, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, quoi qu'il en soit, on recherche un plaisir. Il y a quelque chose, deux dynamiques qui vont être expliquées par Michel Doré pour expliquer la dynamique là, du plaisir dans l'érotisme. Premièrement, première dynamique du fantasme et du réel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que on fantasme, on a des fantasmes. Bon, des gens ils ont des fantasmes. Là. Bon, je vous laisse avec vos fantasmes, je ne vous raconterai pas les miens. Là. Les gens ont des fantasmes et ben quand que ces fantasmes-là arrivent dans le réel, ben, des fois c'est décevant, des fois ça ne l'est pas. Mais d'une certaine façon, le réel va transformer un peu le fantasme ou va l'influencer parce qu'on a tendance à répéter ce qui nous a donné du plaisir. C'est comme, tu sais, si ça a marché, tu veux répéter la recette, là, tu fais une bonne recette, là, tu veux la refaire. Hein? Bon, tu as à peu près la même affaire dans la sexualité. Là. Bon, tu as eu beaucoup de plaisir, ben, tu veux refaire. Mais là, si tu le fais trop souvent, ça va devenir moins plaisant. Ça, c'est la deuxième dynamique. Hein? Et il y a des fantasmes qui restent dans le fantasme, puis tu ne trouves jamais le réel, mais bon, il y a une dynamique entre les deux. Hein? La réalisation des fantasmes amène un plaisir, mais si c'est tout le temps, ça l'amène au fond de la banalité. Donc, ce qui nous donne du plaisir, on veut le répéter, on est dans la deuxième dynamique, donc on a un fantasme, on réalise, mettons que ça fonctionne, ça donne beaucoup de plaisir. On veut le répéter, mais si on le répète tout le temps, ça nous donne moins de plaisir. Et c'est plus vraiment un fantasme, donc on a besoin d'une nouveauté. C'est pour ça que dans l'art de l'érotisme, il y a toute une dimension de créativité. C'est un art, donc il y a une créativité, il y a une innovation. Ça, c'est une autre valeur très importante. C'est pour ça, plaisir et inventivité. Il faut qu'on soit capable d'innover d'une certaine façon, de faire vivre les fantasmes, mais d'en réserver certains, et puis d'avoir pas une sexualité qui devient vraiment mécanique, banale, bon, sans érotisme dans le fond. Sans avant, pendant, après, toujours pareil, à la même heure, on a rendez-vous, on a 20 minutes. Ce qui peut arriver au couple, d'ailleurs, ce qui arrive souvent, parce que là, il y a des enfants qui arrivent dans le portrait, le monde sont fatigués, ils n'ont plus d'énergie, on baisse-tu, ouais, tu sais, écoute, là, ça marche plus dans ce temps-là. Okay? Ça veut dire que là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'érotisme, il n'y a plus, bon, il n'y a plus la mayonnaise, elle marche pas, elle pogne plus, là, OK? Donc là, la nouveauté, c'est de dire, ben, il faut être capable d'innover, changer un peu nos fantasmes ou renouveler notre monde fantasmagorique, vivre des nouvelles expériences, revenir à l'ancien, pour qu'il y ait une diversité et que le plaisir soit tout le temps renouvelé. Bon. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le chocolat. Là. Bon. Mais mettons, tu manges du chocolat, 2 barres de chocolat, là, c'est plus bon. Là. Puis si tu manges du chocolat tous les jours, moins bon. Donc, c'est un peu comme de la gastronomie, là, l'érotisme, c'est-à-dire que ça prend un peu d'inventivité pour avoir de la diversité. Les gens vont souvent, dans la diversité, ils vont chercher la diversité ailleurs. Je veux dire, c'est parce que c'est ça l'affaire. Au lieu de la créer dans leur propre couple, ben, ils vont la chercher à l'extérieur du couple. Alors qu'il est possible aussi de l'avoir dans le couple. Et l'affaire, c'est que l'évolution des fantasmes, ben, ça va au gré des expériences, des hasards, des désarrois. Le fantasme, ce n'est pas un monde fixe dès l'adolescence. Les fantasmes, là, ils évoluent toute la vie. Là, vous avez peut-être certains fantasmes présentement. Pensez pas qu'à mon âge, j'allais avoir les mêmes fantasmes. Là. Pas du tout, pas nécessairement. Si votre monde est en évolution, votre identité psychosexuelle, elle ne s'arrête pas, elle n'est pas canée à l'adolescence. Puis, non. Ça évolue. Puis, comme je vous dis, ben, il y a des gens, j'espère que ça va être mon cas, là, mais qui ont une vie sexuelle active jusqu'à la mort, là, 90 ans. Bon, à partir d'un certain âge, là, c'est la logique use it or lose it. Hein? C'est comme, si tu n'as pas de vie sexuelle après 70 ans, pendant un an, ben, oublie ça, tu n'auras plus. Tes organes ne fonctionneront plus. Mais si quelqu'un renouvelle toujours son monde fantasmatique, évidemment, il faut que ça se renouvelle. Et le fantasme se renouvelle, il va s'essayer dans la réalité. Et on peut découvrir dans notre vie des choses qu'on ne croyait pas du tout nous exciter. C'est pour ça que des fois, on dit
Ouais, il est devenu homosexuel à 40 ans, hein, ben bizarre, on entend des affaires comme ça. Il a toujours réprimé ça dans sa vie, ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est étrange à dire, mais c'est quelque chose qu'il a peut-être découvert. Il n'a pas nécessairement réprimé. Une personne qui devient homosexuelle à 45 ans, c'est pas nécessairement qu'elle a réprimé son homosexualité toute sa vie. C'est que le fantasme peut évoluer au cours des expériences. Il peut évoluer au cours de la vie. Et il évolue normalement. Hein? Je veux dire, moi, quand j'avais 17 ans, puis je suis au cégep, ben, c'est qui m'existait? T'as les filles de 17 ans là, qui étaient au cégep. Et puis maintenant, normal. J'ai évolué, je suis rendu plus vieux, je cherche quelqu'un pour me compléter. On cherche des gens pour nous compléter où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Vous comprenez? Et donc, les fantasmes, ils évoluent. Et c'est normal. Ce qui n'est pas érotique. Bon. Il y a des choses qui peuvent susciter le dégoût, qui nous révulsent, qui nous dédaignent. Hein, le dédain, la sexualité peut être le lieu du dédain. Par exemple, il y a des gars comme des filles qui ont un genre de dédain pour la sexualité orale. Bon. Ça aussi, ça peut changer, exactement comme le fantasme. C'est pas. Bon. Et souvent, il peut y avoir une ambivalence parce qu'on est des êtres ambivalents. OK? Comme mettons, là, votre blonde ou votre chum, vous pouvez le désirer beaucoup, beaucoup. Mais si vous vous rendez compte que vous avez fait un coup de cochon, vous allez plus il va vous écœurer. OK? Donc, ce qui est répulsif peut devenir désirable, ce qui est désirable peut devenir répulsif. OK? Sur ça, en passant, j'avais vu un moment donné une étude, là, j'avais lu chaud, je ne sais plus trop, mais c'était des gens, il y avait pris des gens qui disaient « Ah, moi, ça m'écoeure la pornographie », puis là, des femmes en particulier, puis là, ils leur faisaient visionner des films pornographiques, puis là, il y avait quand même les signes d'excitation. Pourquoi? Ce qui dégoûte peut devenir désirable. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, des fois, quelqu'un peut être absolument dégoûté par le sexe oral, mais tout à coup, là, oh là, ça l'excite. Ça se peut. OK? Il y a une ambivalence dans le désir comme dans l'amour. C'est-à-dire qu'on est des êtres ambivalents, on l'a vu, l'agressivité, l'éros, ça vient ensemble. Donc, ça on est réceptif érotiquement, ça peut varier. Puis, tout ne nous attire pas. On fait des sélections. OK? Et là, il va faire une petite réflexion sur la quantité versus qualité de la vie sexuelle. Bon, c'est pas très intéressant, mais pour notre propos, disons, malgré que c'est une question qu'on doit se poser dans notre vie. Là, bon. Pornification de la culture, en quoi c'est lié à ce qui n'est pas érotique? C'est que pour lui, notre société présentement, elle reçoit beaucoup l'influence de la pornographie dans les autres sphères de la vie. Puis, d'une certaine façon, il y aurait un exhibitionnisme. Je pense que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Là, ce livre-là, il a été publié en quelle année? C'est pas si vieux, mais les choses avancent. Changent. Hein? Les choses changent vite. Juste voir la première édition. On n'a peut-être plus la même édition, nous autres. En tout cas, je ne le trouve pas, là, étrangement. 2010. Ouais, ça fait 10 ans. 11 ans. Il y a 10 ans, il y avait peut-être plus ça dans les publicités. C'est encore vrai quand même. Là, on utilise beaucoup la sexualité pour vendre. Là. Mais c'est sûr que, mettons, vous allez sur Instagram, tout ça, la pornification et la culture est là ces réseaux sociaux, la pornographie. Donc, il y a comme un effet là, d'exhibitionnisme, etc., qui fait en sorte que c'est moins sacré comme la sexualité. Ça devient moins sacré, ça devient plus banal. Et pour lui, ça n'a pas d'effet positif sur l'érotisme lui-même. Cette pornification de la culture comme telle. Qui est un sujet qui peut être très intéressant quand même. OK. Là, on arrive à la fin. On arrive vers la fin quand même. On commence à mettre les choses ensemble.
L'amour serait-il anti-érotique? Il pose la question, sa réponse c'est oui. Bon, simplement de même. Pourquoi? Parce que l'état amoureux, il ne va pas provoquer le désir lui-même. C'est plutôt le désir qui va provoquer l'état amoureux, et lui, il va remarquer, surtout avec sur des données, des sciences, là, surtout chez les hommes. Donc, chez les hommes en particulier, c'est le désir, mais chez les femmes aussi. On désire avant d'aimer, quoi. Je veux dire, si vous rencontrez quelqu'un, mettons dans une rencontre à l'école, tout ça, vous faites un travail d'équipe, puis vous n'avez aucun désir, là, une antipathie sexuelle totalement avec l'autre, ce serait surprenant que vous tombiez un jour en amour. C'est bon. Donc, habituellement, on commence à désirer, puis là, on est attiré par l'autre, puis on voit s'il y a une complémentarité. Évidemment, l'érotisme qui nous attire, ça diffère de l'homme à la femme aussi. L'homme, c'est plus le corps, des parties du corps, hein? Bon, la beauté. La femme, c'est plus les attitudes, le visage, la personnalité, les sentiments. Mais ça, c'est... vous savez que lui, il n'est pas dans une logique binaire. Fait que, on est conscient que ça, c'est des généralisations, puis tout ça. Puis comme quand on dit, par exemple, parce que les femmes, ils vont beaucoup érotiser le statut socio-économique, hein? Ce qui vient encore de notre société, hein? L'homme pourvoyeur, l'homme qui réussit dans la société, ça plaît aux femmes, ça, hein? Bon, en tout cas, et ça change aussi au gré des cultures, mais quand même. Bon. Et là, quand on est attiré, là, on va voir si on est vraiment compatible, si on est vraiment complémentaire. OK? Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'amour comme tel et l'attirance sont deux choses qui sont complémentaires, qui sont distinctes, pardon, qui peuvent exister l'un sans l'autre. Tu peux désirer quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu peux aimer quelqu'un que tu ne désires plus. Selon lui. Moi, pour moi, il y a une continuité, bien honnêtement. Moi, je crois qu'il y a une continuité. Lui, il croit que c'est deux choses totalement indépendantes. Peut-être des personnes. Mais, enfin, lui, il est quand même, c'est un sociologue. Là. Il a remarqué ça dans des études, quand même. Okay? Et il pose la question, si l'attirance décline, est-ce que ça veut dire que l'amour faillit? Eh bien, il va répondre que non. Premièrement, l'amour, quand même, il y a des qualités. L'amour en sexualité, comme l'empathie, il humanise le désir. Mais l'empathie aussi. Donc, l'empathie suffit pour un érotisme et une vie sexuelle satisfaisante. OK? Sauf que le désir et l'amour peuvent exister l'un sans l'autre. Comme par exemple, on aime nos enfants, on les désire pas. Mais là, c'est un autre type d'amour. Hein? On s'entend. On peut peut-être jouer on peut jouer longtemps sur le sens des mots. Hein? Le mot amour, il y a trois sens. Là. Il y a eros, philia, qui veut dire, en grec, là, eros, désir sexuel, l'amour comme désir. Philia, l'amitié. Et l'amour-amitié, là, tu sais, bon. Puis agapé, l'amour, l'amour du prochain, là, la charité. Bon. Trois sens. Là, des fois, l'amour, là, aimez-vous les uns les autres, quand il disait ça, Jésus, là, il parlait pas de l'éros, là, tu sais, bon. Fait que là, on peut jouer des fois sur le sens des mots, mais lui, en tout cas, il va dire que l'un peut exister sans l'autre, puis ils sont indépendamment. Tu sais, mettons, un couple peuvent vraiment s'aimer dans leur personnalité, tout ça, mais ils se désirent plus après tant de temps. Donc, ils n'ont pas réussi à maintenir l'érotisme. C'est ça. OK? Et il va même aller plus loin. Il va dire l'amour, ça stimule pas le désir, ça tend même à le contrecarrer. Et là, on est très loin de Durand. Hein? Vous vous souvenez de Durand, là, on a une opposition très intéressante ici. Lui, il va dire ça tend à le contrecarrer. Ah oui, comment ça? Pourquoi? Parce que l'amour amène une proximité, amène au fond la vie quotidienne, amène la routine, amène un engagement, une stabilité, des projets communs, on se sent plus menacé, il n'y a plus d'adversité. Il y a de moins en moins de mystère. Regardez tout ce qui crée l'érotisme, l'amour comme couple, ça vient un peu nuire à tout ça. Ça nuit à l'adversité, ça nuit à la distance, il y a moins de mystère, il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de routine, de vie quotidienne, etc.
Alors que, comme on l'a vu, qu'est-ce que ça prend pour l'érotisme? De la distanciation, une forme de privation, une certaine dose de frustration, du mystère, des épreuves. C'est sûr que des fois, ça peut faire une sorte d'opposition, ce qui fait que les couples ont de la misère à rester ensemble parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de désir. La crise de désir d'un couple, là, c'est comme les sexologues, là, il y a plein de. C'est la moitié, c'est la majorité de leurs clients. Là. Des couples, ça veut dire qu'ils s'aiment encore, mais ils se désirent plus. Mais est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Bon. Et là, est-ce que c'est une fatalité, quoi? Regarde, la passion amoureuse du début, le mystère, l'adversité, on est ensemble, la routine s'installe, puis le désir meurt, puis là, on se sépare, puis est-ce que c'est une fatalité qu'on recommence tout le temps cette roue-là? Ben, la réalité nous dit non, parce qu'il y a des couples heureux qui restent ensemble toute leur vie quand même. Mais ça prend un art. Il faut être en possession d'un art, puis c'est l'art de l'érotisme. Puis on va voir que. Je vais finir avec ça tout à l'heure, l'art de l'érotisme, mais bon. Quelques conseils, moi j'en ai rajouté 2, là. Mais bon. Mais il faut garder vive notre capacité de séduire et de surprendre. Acheter des fleurs, faire des petites attentions, surprendre l'autre, ne jamais le tenir pour acquis. Faire en sorte que on est quelqu'un qui reste surprenant, qui garde sa part de mystère. On est en constante évolution, donc la personne ne nous a jamais complètement saisis. On garde toujours notre étrangeté. Donc, on est toujours à redécouvrir dans ce sens-là. OK? Autre élément qui amène d'aurait, susciter une petite jalousie. Bon, moi, franchement, je trouve que c'est dur. Là. Si on est rendu là dans notre couple, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Mais lui, bon, il dit, ben, s'il y a de la jalousie, si la personne commence à dire « Hey, je pourrais le perdre. Oh, il y en a d'autres qui s'intéressent à cette personne-là. Là. Oh, ben là, je vais essayer de le séduire. Oh, il m'est pas acquis. Là, ça ressuscite le désir. Pas de le perdre. » Moi, je trouve ça, là. En tout cas, on peut choisir. Moi, je pense pas que c'est la meilleure stratégie dans un couple, là, sur le plan moral. Bon. En tout cas, amour et désir, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils exigent quand même du mystère, de la complémentarité. Donc, tout le temps retravailler la complémentarité du couple, tout le temps conserver la distance puis le mystère. Donc, ça, c'est intéressant de faire ça. C'est simple quand même. Et puis, c'est d'être sûr qu'on évolue ensemble comme couple. Et donc, on peut rester complémentaires. Et aussi dans nos fantasmes, parce qu'on l'a vu, les fantasmes évoluent, donc des fois, tu sais, c'est un défi, là, hein? Faut pas jouer à l'autruche, puis être dans l'illusion, maintenir un couple, là, moi, toutes les gens que je connais qui, à 40 ans, là, entre, mettons, 35 et 40 ans, il n'y a plus beaucoup de couples, 35 et 45 ans, là. Il y en a deux couples qui sont encore ensemble, qui ont passé ça sur les 40 peut-être personnes que je suivais un peu. Donc, c'est un grand défi. À 40 ans, tu peux repartir un couple puis, pour le restant de ta vie, je sais pas. Tu sais plus ce que tu veux. Hein? À 40 ans, tu es rendu une autre place. Là. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, puis tu dis c'est assez. Moi, je suis compromis, là, j'étais à la fin de ma vie. C'est ça un peu la crise de la quarantaine. Hein? C'est une crise, comme une crise d'adolescence. Là. Vos parents, ils vivent peut-être ça, des fois. En tout cas, ambiance érotique. Créer des ambiances érotiques. Tu sais, les couples, des fois, de moment ils sont habitués, puis là, ils prennent plus le temps d'aller faire un petit séjour ensemble, de se faire un petit souper, de créer des temps, des lieux de rapprochement, de s'embrasser. Donc, maintenir ça, c'est important. Il y a bien des couples qui oublient de le faire, donc ils ne suscitent plus l'érotisme. Hein? Bon. Doré, bon, il va dire, tu peux toujours te souvenir de l'autre comment il était. Je sais pas, là, ça aussi, là, je sais pas, c'est chacun ses stratégies. Hein? Mais moi, j'aime ça être dans l'instant présent, ne pas penser à l'autre comme il était avant. Non, c'est symbolisation de l'autre.
Mais érotisation des pratiques sexuelles elles-mêmes, ben ça, oui. Tu sais, si t'aimes le sexe, puis que t'as du bon sexe avec la personne, ben deux personnes qui aiment la sexualité, là, ça implique une part de déshumanisation de l'autre, mais s'il y a de l'amour et de l'empathie, on est capable d'avoir une forme de déshumanisation de l'autre, d'un sexe un petit peu plus suave, bon, un petit peu plus rough, si on peut dire. Ça peut être bon aussi, tu sais, érotiser les pratiques sexuelles elles-mêmes, être excité par la pratique elle-même. Puis là, ben, tu trouves quelqu'un qui aussi érotise les pratiques sexuelles, ben, vous êtes complémentaires, quoi. Vous pouvez avoir bien du plaisir ensemble. Moi, j'en ai mis deux qui sont quand même deux un peu complémentaires, là. Juste distance entre les amants. Faire attention de garder une distance, de ne pas devenir, tu sais, tu ne vis que pour l'autre, juste avec l'autre. Il y a des gens qui font ça, là, ils rentrent en couple, ils sont tellement fusionnels qu'il n'y a plus rien autour d'eux. Il faut avoir une distance. Et multiplication des sources de satisfaction. C'est-à-dire que, comme je vous disais, là, une fois dans un cours, là, c'est comme le sexe, comme des ballons. Le bonheur, là, c'est comme tu te maintiens au bonheur avec plusieurs sources de satisfaction. Comme si tu te tenais dans les airs avec plusieurs ballons, le sexe en est un. Si tu n'en as rien qu'un, ça va mal. Donc, si ça va pas bien dans ta vie de couple, être heureux, tu vas rendre l'autre plus heureux. C'est d'abord, toi-même, être bien heureux avec ta sexualité, mais avec ta vie en général. C'est la première affaire, ça, pour maintenir l'amour et le sexe dans le couple. Te maintenir en santé mentale, te maintenir en santé physique, te maintenir heureux, avoir plusieurs sources de satisfaction dans la vie, être dans un contentement global. T'as plus de chances d'être heureux dans ta sexualité, je veux dire, c'est sûr, là, parce que t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta vie, t'es heureux, tu vois l'autre, t'es déjà content. Puis là, le sexe, ça vient comme surajouter. Puis si un jour ça va pas bien dans ton couple, puis tu vas là, tu vas pas dramatiser, tu vas essayer de régler les affaires, mais tu vas pas être complètement démoli, là. Je veux dire, le sexe, c'est pas ça qu'il y a dans la vie non plus, là. Donc, avoir plusieurs sources de satisfaction, ça crée une personnalité, une identité beaucoup plus complexe chez quelqu'un. Tu sais, je joue de la musique, moi je joue de la musique, je lis, je fais du sport, je fais du bois, tu sais, je fais plein d'affaires dans la vie. Puis, ben ça fait que je suis heureux. Il y a plusieurs choses qui me donnent du bonheur. Donc, tu sais, à un moment donné, si tu es heureux, tu as plusieurs sources de satisfaction, ben, le sexe en est une, mais c'est pas la seule. Puis, tu sais, quelque part, ça, pour moi, ça l'aide à garder le mystère, ça l'aide à garder une juste distance, ça l'aide à trouver la complémentarité, à garder comme à ce que l'autre continue aussi à s'intéresser à toi. OK. L'art de l'érotisme. C'est un art complexe, on a pu le constater. Il est essentiel pour maintenir la sexualité dans le couple à long terme. Un certain art de l'érotisme. C'est pas pour rien, pour de vrai, qu'il y a eu de l'érotisme dans l'art. C'est que l'art, écoutez, là, regardez les chansons, ça parle d'érotisme, de sexe, d'amour tout le temps, là, très souvent. Pourquoi? Parce que ça vient toucher l'intime et la profondeur de notre identité. Okay? Et donc, c'est normal que l'érotisme se retrouve beaucoup dans l'art. Mais l'art, au fond, l'érotisme est aussi un art. Il touche l'art parce qu'il comme l'artiste, il a besoin d'une certaine sensibilité, puis il cultive sa sensibilité. Tu sais, si tu veux devenir un bon peintre, il faut que tu cultives ta sensibilité. Moi, mettons, je fais de la photo, ben, il faut que je cultive ma sensibilité pour bien cadrer, à la luminosité, tout ça, ou la guitare, je joue de la guitare, la sensibilité au son. C'est bien apprendre à bien toucher la guitare, hein, bon, la faire chanter, quoi, bon. Ben c'est un peu ça, la sensibilité artistique, la sensibilité érotique. Je veux dire, les femmes là, qui étaient des hétaïres en Grèce antique, il fallait qu'elles, puis même en Orient aussi, soit dit en passant, les femmes qui étaient, c'était les femmes, là, si vous voulez, c'était le même, qui étaient les maîtresses de l'érotisme, il fallait qu'elles possèdent tous les arts, parce que l'érotisme était l'art ultime. Vous comprenez? C'est un art, d'une certaine façon, qui exige le développement d'une certaine forme de sensibilité à l'autre, à ce qui est excitant, aux ambiances, etc., là, hein? À notre propre corps, bon, comme l'art. Hein? Donc, on doit tous devenir des artistes si on veut avoir une sexualité satisfaisante à long terme.
Art et imagination, l'artiste il a besoin d'une forme d'imagination, hein, c'est l'expression de sa propre imagination. Puis on est beaucoup excité par l'imagination. Là. Quand on dit que le cerveau, c'est l'organe sexuel premier de l'être humain, euh, c'est beaucoup l'imagination, c'est le fantasme, le désir part beaucoup à partir de l'imagination. Donc, développer son imagination, arriver à une certaine créativité dans la sexualité, on l'a vu, l'inventivité, le plaisir pour se maintenir, il y a besoin d'un renouvellement du fantasme, de l'inventivité, d'amener de la diversité, etc. dans la vie sexuelle. Donc, pas tout le temps, disons, la position du missionnaire pendant 25 ans, là, c'est en tout cas, art et originalité, ben, l'artiste doit être original, il doit exprimer sa propre originalité, sa propre authenticité. Puis l'érotisme, c'est ça, c'est se découvrir soi-même dans ce qu'on désire, dans ce qu'on est avec l'autre, pour exprimer notre propre originalité. Hein? Dans la façon de faire l'amour, dans la façon de toucher, dans la façon d'être touché, de recevoir la caresse, de jouir, etc. Donc, il y a toute cette originalité-là, cette façon bien à soi d'être. Hein? On touche l'intime, donc là, on touche vraiment la diversité des personnes. Hein? Et donc, l'érotisme est comme un art avec tout ça. L'érotisme est comme un art. Et si on veut maintenir une vie sexuelle dans un couple, on a besoin de cet art-là. Et Baudelaire dit, mais c'est pas nécessaire à la limite. On pourrait être des artistes érotiques et pas nécessairement être dans un couple. Et c'est pas clair que le couple est le lieu idéal pour l'érotisme. Hein, pour Baudelaire, pas clair du tout. Là. Okay? On aurait des couples avec une certaine distance, en tout cas. Mais chose certaine, ça va impliquer quoi? De maintenir le désir vivant, de susciter ce désir-là, une sensibilité à l'autre, une originalité, une créativité, une découverte de soi, une évolution constante de la personnalité. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels pour un érotisme vivant et heureux. Et je vous souhaite dans la vie, chers étudiants, de vous émanciper, d'apprendre vraiment à vous découvrir par rapport à ces dimensions-là. Découvrir où est votre originalité, où est votre liberté, qui vous êtes vous comme tel dans votre sexualité, puis de vous épanouir avec quelqu'un qui est complémentaire en gardant toujours cette complémentarité-là. Je vais vous dire une chose. Dans nos sociétés, on est des sociétés égocentriques où on cultive le culte de l'ego, le culte de l'image, le culte du me, myself and I. Puis savez-vous quoi? Ben, l'érotisme, là, pour votre propre plaisir, vous devez vous départir du me, myself and I. Vous devez penser à l'autre. Vous devez vous penser avec l'autre. Et donc, il faut sortir de cet égocentrisme-là. Il faut sortir de cette fixation sur le moi, cette fixation sur l'image pour se donner, se découvrir avec l'autre, puis découvrir un érotisme qui est le nôtre, qui est original, puis dans lequel on s'épanouit pleinement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.